Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis dans le noir dans ma maison parce qu'il fait 30 degrés dehors et du coup, j'ai fermé tous mes volets. Je suis en mode focus, j'ai l'impression que c'est la nuit alors qu'on est en pleine journée, mais je reçois un petit soleil. J'ai la chance d'échanger aujourd'hui avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment tu vas Sophie ? Ça va très bien. Oula, pardon. Attends, je suis en train de perdre mon casque. Ça va très bien. Personnellement, j'ai un peu chaud aussi parce que je suis dans le bureau de ma meuf qui est vraiment sous les combles. Ah et oui, en du général, coup, ça tape un peu alors qu'il fait hyper gris parce que moi, je vis à Lille. Donc vraiment, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de soleil à Lille ? On va faire un point météo en ce début d'épisode. Franchement, alors les Lillois vont gueuler. Genre, c'est trop pas vrai. Si, c'est vrai. Enfin, pardon, mais... Là, vraiment, c'est le deuxième été consécutif où c'est hyper compliqué, quoi. C'est beaucoup de grisaille, beaucoup de pluie. Moi, je suis hyper sensible à la météo pour être en forme, tu vois. Donc, il y a un côté... Enfin, c'est compliqué. Ça doit être dur en vrai, parce que moi aussi j'arrête pas de dire que je suis un petit tournesol en mode je marche vachement à l'énergie du soleil. S'il y a pas de soleil, je fais bien la gueule et je regarde le sol, quoi, tu vois. Donc toi, j'imagine pas à Lille. C'est la déprime. Tu vois la scène dans Friends de Chandler qui regarde par la fenêtre quand il pleut, et c'est moi en fait. C'est toi toute ta vie en fait. Non, hier il a fait beau, c'était la fête. C'était la fête, je n'en pouvais plus, quoi. J'ai pris un verre en terrasse, j'étais... Qu'est-ce qui se passe ? Mais au moins, t'apprécies encore plus, tu vois. Oui. C'est encore plus beau quand il fait beau. Oui, c'est vrai. C'est tellement rare. C'est pour essayer de te rassurer sur... Mais peut-être qu'un jour, il fera beau à Lille. De toute façon, avec le réchauffement climatique, à un moment donné, il va forcément faire beau à Lille. Ouais, je sais pas si on va passer... Tu vois, je pense qu'on va passer de la grisaille tout le temps. Déjà, là, en plus, c'est le réchauffement climatique qui fait qu'on n'a pas vraiment de saison. Hein. Genre, on n'a pas eu de printemps. Le printemps, c'était l'automne ici. Ouais, je sais pas ailleurs, mais... Non, pareil. Mais je pense qu'on va passer direct du pire du pire. C'était pas comme ça les autres années, tu vois. Donc, on va passer de là, ce qu'on a là, à directement des tsunamis dans la gueule. Moi, je vois pas d'entre-deux. C'est vrai que sans transition, c'est vrai que ça peut être très vite, on va essayer de mieux faire. Du coup, c'est pour ça qu'on met des actions en place pour que ça n'arrive pas le tsunami à Lille, quoi. Est-ce que tu peux te présenter, Sophie, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore ? Ouais. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Vas-y, présente toutes tes casquettes, j'adore. Ok, toutes mes casquettes, mais j'en oublie tout le temps. Alors, ok. Donc, je suis créatrice de contenu sur Internet. Avant, j'avais une chaîne YouTube. Enfin, je l'ai toujours. Je suis toujours en train de me demander si je vais pas la relancer. Chaque insomnie que je fais, je suis en train de me dire, mais ok, je me relance ou pas ? J'ai plein d'idées, machin. Donc voilà, je suis autrice. Je suis... productrice, réalisatrice de podcasts, notamment d'un podcast qui s'appelle Attendre d'attendre un enfant, où je raconte mon parcours PMA en Belgique. Qu'est-ce que j'allais dire ? En fait, je suis un peu une raconteuse d'histoire, donc c'est ça que je préfère, quel que soit ce que je fais. En fait, j'essaie toujours de rajouter une dimension storytelling, même parce que je fais aussi des tafs un peu plus sérieux. Je suis notamment consultante en communication et voilà. Et là encore, j'essaie vraiment d'inciter les gens à se raconter et à raconter les choses plus que à marquer, avoir un jargon marketeux. Trop bien. Et branter. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et déboulonneuse de tabous. Je pense que c'est ça, j'adore, ma casquette, joli, qui chapeaute tout. Depuis le début de ma carrière, j'ai principalement fait ça. Trop bien. C'est ça qui me fait me sentir utile et
voilà, qui me fait c'est bien. Trop bien. Ouais, c'est vrai que tu as... Enfin, c'est ce que je disais avant qu'on enregistre, mais je trouve que tu lèves le voile sur pas mal de sujets un peu tabous, notamment la TVA. La TVA, pas du tout. La TVA la déformation professionnelle de je sors de ma compta de n'importe quoi. Bref, la PMA, parce que la TVA, c'est pas la même chose. Je connais pas grand-chose, j'ai une phobie administrative, donc... Ouais, j'avoue que moi aussi, tu vois, j'en rêve même en mode, au lieu de dire PMA, je dis TVA. Bref, c'est le lapsus trop bizarre. Mais c'est vrai que ouais, tu lèves des voiles sur des sujets un peu tabous, notamment connaître son corps. Tu parlais tout à l'heure de glaire cervicale. Enfin, tu vois, je me dis, c'est tellement des choses, qui sont très éloignées de nous quand on met pas la tête dedans. Moi, tu vois, je l'ai jamais dit encore ici, mais j'ai envie d'avoir un enfant. On est en période avec mon mari où c'est une longue période de plus d'1 an et demi où on essaye d'avoir un enfant et pour l'instant ça ne fonctionne pas et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout mon corps avant d'essayer d'avoir un enfant. Je savais pas ce que ça voulait dire vraiment les cycles, l'ovulation, la glaire cervicale, enfin tu vois tous ces trucs là que j'aurais aimé qu'on m'explique avant en fait d'avoir envie d'avoir un enfant parce que là moi c'est pas la patience, c'est pas ma qualité première et pareil. Donc voilà, je trouve que c'est un peu déstabilisant de débarquer moi j'ai 31 ans, de débarquer à 31 ans et de se dire merde là je retrouve des sensations que j'avais jamais eu avant parce que j'ai toujours été sous pilule tu vois, depuis 18 ans. Et les médecins te demandent, mais vous aviez des cycles réguliers avant de prendre votre pilule? Mais gars, est-ce que vraiment tu crois que je me souviens de mes cycles de mes 16 à mes 18 ans? Bien sûr que non. Genre, personne m'avait dit qu'il fallait que je regarde. Et donc, tu vois, c'est des trucs comme ça où je me dis, merde, et c'est con qu'on ne l'ait pas expliqué avant. Et donc, je trouve que ton podcast participe à tout ça. Et j'espère qu'il y a des filles qui l'écouteront même avant d'être tu vois, dans un parcours de PMA ou avoir envie d'avoir un enfant parce que c'est trop important, en fait, de connaître son corps. Mais ça, c'est un truc qui m'avait marqué. J'ai arrêté la pilule à 27 ans. Je l'ai prise de mes 16 à 27 ans, ou 18. Bon, bref, on s'en fout. Mais en fait, ouais, mais je pense que c'est là où c'est la première fois où j'ai été surprise par mon corps. En fait, je connaissais pas mon corps de femme sans la chimie dedans. Ouais, tu vois. Pareil. Et donc, c'est vrai que c'est une aventure, c'est un voyage. Moi, j'ai vu ça comme un voyage, quoi. Genre, tu te découvres et... Ok, tu te sens tellement différente. Enfin, par exemple, j'ai tellement plus de confiance en moi quand je suis en ovulation. Et alors que je suis tellement au bout de ma life quand je suis en syndrome prémenstruel. Enfin, c'est fou, quoi. Mais c'est trop bien même ça de l'étudier, tu vois, hors avoir envie d'avoir un enfant. Moi, je trouve que moi, tu vois, pareil, je suis consultante communication. Je pense qu'on fait à peu près le même métier et j'ai un métier qui me demande d'être créative. Et je me rends compte que par rapport à mon cycle menstruel, je suis plus ou moins créative. Et ça, avant, je l'avais jamais vu, tu vois, au niveau de l'énergie et tout ça. Mais ouais, non, mais c'est hyper impressionnant. Quoi. Donc, c'est trop cool de se pencher là-dessus. J'invite toutes les femmes à se demander, enfin voilà, si tout ce qui est règles et tout ça, c'est bien de comprendre un peu cycle, ce qui se passe dans notre corps. Sophie, je vais te poser la première question du podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien? Pour moi, la gentillesse, c'est une force. Parce que tu vois, on a tendance à dire être gentil, c'est faible. D'ailleurs, tu vois, l'inspiration du titre de ton podcast, c'est trop bon, trop con, tu vois. Alors que c'est tout l'inverse, quoi. Et on s'en rend compte vraiment quand dans les moments où ça va pas. Parce que dans les moments où ça va, c'est relativement simple d'être ne serait-ce que sympa. Mais dans les moments où ça va pas, et où là, le quotidien est une lutte, tu te rends compte que, en fait, la tendance la plus simple, c'est vraiment d'aller vers je sais pas, une sorte d'aigreur, un truc, voilà, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça. Être gentil, c'est être fort. C'est réussir à garder ses valeurs, tu vois, comme une boussole. Et je trouve que c'est super. Et être gentil, ça rend heureux en plus. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Je me souviens de la première fois que je me suis fait cette réflexion, c'est... J'étais au lycée et j'étais... je me suis levée de bonne humeur. Et j'ai demandé à mes parents ou ma grand-mère, je ne sais plus qui m'emmenait au lycée ce jour-là, mais à ce qu'on s'arrête en route pour acheter des... Alors, moi, je viens du Nord, donc les chocolatines, c'est des croissants avec du chocolat dedans.
Pas de débat. Voilà. Pas de débat, ne me jugez pas. Mais voilà, je suis allée acheter des chocolatines pour mes deux copines du lycée, mes deux potes du lycée. Et je leur ai apporté, et tu sais, c'est un petit geste de rien du tout qui m'a coûté 2 balles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu de l'inflation, et les chocolatines, c'était 1 balle maximum. Et en fait, je sais pas, il y a un truc de « Ah, ça me fait me sentir bien ». Et du coup, ça fait sécréter de l'endorphine d'avoir un échange hyper sincère et hyper ouvert avec quelqu'un, je trouve. Et aussi, pour moi, être gentil, c'est être de gauche. Ah oui, intéressant. Non, pour moi, c'est vraiment des valeurs de gauche. Alors peut-être c'est bête de penser ça, mais c'est vrai qu'en plus, là, on se parle dans un contexte quand même très politisé, où c'est difficile pour moi de pas tout politiser. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je pense il y a eu je pense souvent en ce moment à une story qu'a fait Baptiste Beaulieu sur Instagram. Baptiste Beaulieu, si vous ne le suivez pas, je pense que tout le monde le suit. Oui, parce suivez-le. qu'il a des millions de followers, mais followez-le, il est super. Et il revenait, il partageait, il relayait en tout cas une fable. C'est l'histoire d'un monsieur, un paysan, donc c'est un conte un peu, qui trouve une lampe, qui frotte la lampe, il y a un génie qui sort et qui lui dit réfléchis bien, je peux exaucer ton vœu, mais sache juste que quel que soit le vœu que tu choisisses, ton voisin l'aura 2 fois plus. Donc, par exemple, tu demandes un terrain cultivable qui va te donner plein de fruits et plein de légumes et ça va être trop bien. Bah, sache juste que ton voisin l'aura 2 fois plus grand. Et en fait, pendant plusieurs nuits, il cherche et il trouve pas. Et à chaque fois qu'il pense à un truc, il se dit « Ah ouais, mais je serais dégoûté que mon voisin, il ait 2 fois plus. » Et du coup, quand le génie revient, il dit « Bah ouais, j'ai trouvé, tu vas me crever un œil. » Et en fait, depuis, je ne pense qu'à ça, parce que j'ai vraiment l'impression que se dire moi, tant que je suis bien, c'est trop bien si les autres sont bien aussi, c'est de gauche. Et se dire, je veux toujours qu'il y ait quelqu'un qui est pire que moi, c'est de droite. Bon, voilà. Je vois l'idée, la comparaison en tout cas d'avoir plus que son voisin, c'est horrible comme conte, mais c'est vrai que c'est atroce. Oui, je suis désolée, c'est pas du tout feel good. non, t'inquiète, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'humains qui réagissent comme ça. Moi, j'avais dans mon premier salariat, il y avait un de mes collègues qui disait oui, mais regarde, moi j'ai fait un voyage en Inde et j'ai vu des enfants mourir de faim. J'étais en mode mais c'est quoi la comparaison entre ce que tu vois, et j'étais en mode on a le droit, je sais pas, la comparaison entre des misères que vivent des gens partout dans le monde, comment ça peut te rassurer toi dans ta petite vie de français confortable, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Je voyais pas du tout le parallèle en fait. En plus c'était sur des sujets qui n'avaient rien à voir, de boulot, je trouvais ça tout à fait inapproprié. Mais c'est ça, mais c'est comme quand, tu vois, je suis féministe, ça m'est arrivé plein de fois de parler de ça, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose en France pour l'égalité homme-femme et tout ça, et de me voir répondre, ouais, mais regarde, en Afghanistan, c'est vachement plus compliqué pour les femmes, et t'es genre, ok, en fait, pourquoi comparer ? Mais oui, c'est ça, c'est pourquoi comparer. Et puis, j'ai l'impression que ça invalide beaucoup aussi ce qu'on ressent et comment on le dit, parce que ce genre de trucs-là nous ramène toujours en mode t'as pas à te plaindre. En effet, il y a des gens beaucoup plus malheureux que nous, il y a des gens où c'est beaucoup plus dur. Mais moi, ça, tu vois, ça a été des longues discussions avec ma psy, parce que j'avais l'impression de pas pouvoir, de pas avoir le droit d'être malheureuse, de pas avoir le droit de me plaindre, parce que on a beaucoup de chance, on vit en France, on a beaucoup de droits. Enfin voilà, si on ramène ça à la politique, mais aussi dans ton quotidien, hein, même en France, il y a des gens beaucoup plus malheureux que nous. Et du coup, je me disais tout le temps, oui, mais j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai un toit sur la tête, tout va bien et tout. Et donc limite, j'emmagasinais beaucoup de frustration parce que je refoulais beaucoup mes émotions, j'en parlais pas autour de moi parce que j'avais l'impression de pas avoir le droit de ressentir ça. Et ma psy, elle m'avait dit, non, mais vous avez le droit aussi d'aller mal, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir ces choses-là. C'est pas parce qu'il y a plus malheureux que vous n'avez pas le droit de les ressentir. Et ça m'a fait vachement de bien. Ça peut paraître bateau, mais ça m'a fait vachement de bien. Non, mais tu m'étonnes, bien sûr. C'est non, mais ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. C'est nous forcer à nous comparer ou avoir le réflexe de se comparer. C'est invalider ses propres émotions. Ouais, exactement. Ouais. Ou celles des autres, tu vois. Mais dans tous les cas, il y a des émotions qui sont invalidées et des ressentis qui sont invalidés. Et ça, c'est pas cool.
Bah non, c'est pas cool parce que moi j'avais tendance à les mettre sous le tapis et après tu sais c'est un peu la cocotte minute tout emmagasiné et au bout d'un moment ça explose et c'est pas bon non plus. Donc ouais, mais c'est vrai, j'ai bien aimé ta définition de la gentillesse avec la force parce que tu vois c'est pas une définition qu'on m'a donnée jusque-là et je trouve que c'est une jolie façon de résumer tout ça parce que c'est pas facile d'être gentil tous les jours en vrai. C'est clair, mais ça demande d'être vraiment solide en fait, d'être gentil. Dans toutes les situations. Alors après, en fait, le truc, c'est, pour moi, tu peux être gentil et te faire respecter. C'est pas du tout antinomique. Ouais. C'est juste, on a collé à la gentillesse d'autres trucs qui sont pas de la gentillesse. Genre, être un people pleaser, c'est pas de la gentillesse. On peut être méchant et être un people pleaser. Oui, c'est vrai. Et donc, ouais, pour moi, c'est hyper important de revaloriser ça, quoi. Les vraies forces et les gentils. Ouais, c'est trop bien. Mais c'est marrant parce que tu vois, on parle beaucoup de people pleaser aussi ici. Et moi, pour le coup, j'avais tendance à beaucoup le relier à la gentillesse. Et je trouve ça trop intéressant de dire qu'en fait, non, le people pleaser, il peut être aussi méchant. Et c'est vrai, tu vois, j'y avais jamais pensé. Tu viens d'une illumination de mon côté. Non, mais même dans les... pourtant, c'est vrai que moi aussi, j'ai longtemps relié les deux. Hein. Mais tu vois, même dans les Disney... dans les trucs, les méchants, c'est quand même des séducteurs. Et ouais, les séducteurs, c'est être un people pleaser, quoi. C'est vrai. De faire en sorte qu'on nous aime, en tout cas, il y a ce côté-là, et pas forcément pour les bonnes raisons en plus. Donc, en effet, on peut amadouer la personne sans forcément avoir quelqu'un d'honnête en face, quoi. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est vrai que jouer aussi sur la gentillesse aussi déguisée, il y en a beaucoup aussi qui le font. Moi, par exemple, dans mon dernier CDI, j'avais ma manager qui était adorable, qui était très gentille, qui me considérait un peu comme sa fille. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper toxique parce que elle induisait une relation il y avait pas de hiérarchie, mais il y avait un truc de si je faisais quelque chose de mal, je la décevais. Sincèrement. Et du coup, il y avait en fait ce truc-là de se servir de sa gentillesse pour m'amadouer et justement arriver à ses fins. Mine de rien, j'ai travaillé avec elle pendant à peu près 1 an et demi. C'est une femme que j'admire beaucoup, mais avec du recul, je me dis, c'est une manager que j'avais jamais eu de ce type-là. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais d'utiliser le fait de développer des liens assez forts, et en fait, c'est pas sain pour autant, c'est pas une bonne manager non plus. Non, mais c'est ça. En fait, tu vois, les managers qui disent notre boîte ou notre équipe, c'est une famille. On est une famille. Red flag de ouf. Parce que oui, tu peux avoir des liens hyper forts avec tes collègues, ça peut vraiment devenir tes potes et donc comme des membres de la famille. Enfin, j'ai une de mes meilleures potes, c'est une de mes anciennes collègues. Ouais. Ma meuf est une de mes anciennes collègues. Ouais. Donc, voilà. mais tu vois, enfin les patrons, enfin à chaque fois qu'un patron s'est considéré comme un grand frère, enfin s'est comporté comme un grand frère, après c'était pour, enfin tu vois, ça s'est mal terminé. Méga red flag. Il faut, c'est ça. C'est vrai. Faut pas forcément mettre de barrières avec ses collègues, si on sent qu'on peut ne pas en mettre, mais par contre avec ses patrons, mais c'est pas facile, tu vois, quand t'as une femme plus âgée à qui t'as envie de faire confiance. Enfin, tu vois, moi j'étais un peu naïve, j'avais, je sais pas, je devais avoir 24 ans, un truc comme ça, et du coup j'avais vraiment envie de lui faire confiance. Je trouvais c'était une businesswoman de ouf et tout, et au final, à la fin, ça a été très décevant. Quand il a fallu sauver ses fesses à la place de ses salariés, elle a sauvé ses fesses à la place de ses salariés. Et les salariés ont été deg. Exactement, et les salariés ont été renvoyés. Et c'était la période Covid, donc. Mais ouais, c'est vrai que c'est marrant quand tu réfléchis à ça, que la gentillesse finalement, elle est pas forcément toujours bien fondée. Enfin, tu vois, je m'en suis rendu compte aussi. Oui, exactement. C'est en fait, je pense que... Mais ça, c'est un truc qui revient souvent, et d'ailleurs que j'ai déjà entendu dans Trop bonne, trop cool. Mais en fait, avant d'être gentil avec les autres, il faut déjà commencer à être gentil avec soi. Ouais, clairement. Et ça doit être la seule fondation, en fait. Tu vois, d'être suffisamment bien dans ses pompes et dans son cœur pour ensuite être gentil avec tout le monde. Enfin, et puis je pense que les gens qui le méritent. Ouais, exactement, les gens qui le méritent. Et puis moi, je pense que depuis que je suis plus tranquille aussi avec moi-même, j'en attends moins des autres. Et donc, du coup, ça met des limites un peu naturelles avec les gens que je sens qu'ils peuvent en abuser. Je donne pas ma gentillesse de manière, tu vois, totalement, naturelle comme je peux le faire avec mes proches. Et donc, je pense que le fait, d'être mieux dans ses baskets, il y a un truc où tu t'en fiches un peu à terme si les autres t'apprécient pas et s'ils sont pas forcément gentils avec toi. Tu cherches pas à tout prix la tape sur l'épaule en disant c'est bien ce que t'as fait.
Mais c'est pas facile, hein. Moi, ça a mis des années de travail et je pense que c'est pas tous les jours vrai en plus. Oui, non, mais c'est compliqué au quotidien, quoi. Là aussi, on revient sur le truc d'être solide parce que, bah oui, là, j'ai l'air en mode, ouais, j'ai super confiance en moi et tout. C'est tout le temps hyper fastoche. Pas du tout, vraiment pas du tout. On est des êtres humains quand même. Ouais, clairement, c'est un peu en dents de scie et je pense que ce le sera toute notre vie. Mais voilà, on cherche des clés petit à petit et moi, j'arrive à les analyser et à les comprendre en tout cas dans le comportement et c'est ça aussi qui fait que on se tranquillise aussi pas mal sur des sujets. Mais c'est pas facile. Et justement, tu disais que c'est important d'être gentil aussi avec soi-même. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu mets en place pour être gentil avec toi ? Des thérapies. Ouais, ouais. En vrai. Alors, j'en ai pas fait depuis un petit moment. D'ailleurs, il faut que j'y retourne parce que la vie m'a roulé dessus ces derniers mois. Donc, autant vraiment en profiter pour essayer de faire quelque chose. Mais ouais, en vrai, c'est hyper important de quand on le sent, quand on en ressent vraiment le besoin. On dit souvent, quand on se casse un os, on va chez le docteur. Enfin, je sais pas qui on va voir quand on se casse un os en fait. Je me suis jamais rien cassé. Tu vas faire une radio, mais d'abord tu vas chez ton médecin pleurer un peu. Enfin, tu vas aux urgences, je pense, si vraiment tu. Oui. Les urgences, voilà. Donc, mais tu vois, tu réagis. Oui. Et en fait, bah, c'est pareil. Enfin, si vraiment la santé mentale ne va pas bien, faut foncer quoi. Enfin, faut pas hésiter. On a le droit de demander de l'aide dans ces cas-là parce que sinon quoi en fait, c'est hyper dur d'être focus dans sa vie pro, dans sa vie perso, même dans soi quoi. Et sinon pour prendre soin de soi, il y a aussi être indulgent avec soi-même. Ouais. Il y a des moments où tu vois, mais rien que à des moments du cycle, tu le disais, on va être plus créatif qu'à d'autres. Il y a des moments où on va être plus productif que d'autres. Il y a des moments où on traverse des trucs qui font que vraiment, là, on peut pas, on a la rate au courbouillon. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et c'est... faut en prendre conscience, il faut savoir que c'est pas grave. Et que... Tu vois, c'est comme les arrêts maladie. Pendant longtemps, je refusais de prendre des arrêts maladie. Pour moi, c'était inenvisageable. Parce que quand j'étais au lycée ou à l'école, enfin voilà, j'étais rarement malade et quand j'étais malade, du coup, je me rendais pas compte qu'en fait, il fallait que je dise est-ce qu'on peut aller chez le docteur, peut-être me reposer un peu. Voilà. Et du coup, j'ai continué à avoir ça dans la vie pro. Et en fait, il y a un côté où tu te dis quand t'es comme ça, bah ouais, mais en fait ça j'ai pas pris assez d'avance, donc là j'ai pas le droit de m'arrêter. Alors que t'as un état grippal, tu vas vraiment, tu vas pas être productif si tu vas au travail, et en plus tu vas rendre malade tout le monde. Enfin bon. et en fait faut se rappeler que a priori on sauve pas des vies. Enfin si, il y a les chirurgiens qui sauvent des vies là pour le coup, mais je pense que du coup il y a un générateur, c'est-à-dire, enfin c'est un truc de secours. Oui. S'ils sont malades, comme pour l'électricité, normalement, quoi. Ça devrait aller. Normalement, il y a d'autres gens qui les remplacent. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai... Nous, dans la communication, on sauve pas des vies, ça c'est certain. Non, mais voilà, c'est ça, exactement. Il y a quand même 95% des métiers où on sauve pas des vies, et donc c'est hyper important de prendre soin de soi et d'être indulgent avec soi-même, de s'accorder le temps d'aller mieux, quelle que soit la raison pour laquelle on doit aller mieux. Clairement. Et ça, t'arrives à le verbaliser à tes proches, le fait d'aller moins bien, enfin tu vois, comment tu les traverses ces périodes de moins bien ? C'est vraiment un sujet hyper actuel en ce qui me concerne. Genre là, je suis au bout du roule et autant j'arrive à en parler avec ma meuf, autant j'arrive à en parler, tu vois, avec toi, que je connais pas. Autant, enfin tu vois, si on m'en parle dans la rue, genre comment ça, pas ouf. Autant mes amis et ma famille, et je suis très proche de mes parents et de mes grands-parents, donc je pourrais, mais je n'arrive pas. Mes parents, j'ai pas envie de les inquiéter. Alors, bon, je les vois ce week-end, je vais quand même leur dire là, c'est pas que ça va pas trop. Ouais. Mais les amis, tu vois, il y a un truc de... oui, avant, c'était facile parce que tout le monde avait le temps de s'écouter et voilà. Maintenant, il y a la vie pro pour certains, il y a des enfants à élever pour d'autres, et tu as l'impression que leur temps à accorder à leurs amis, c'est quand même principalement du bon temps qu'ils ont envie de prendre. C'est pas forcément... Enfin, c'est peut-être faux, hein, parce que vraiment... C'est toi l'image, en tout cas, que tu t'en fais. Exactement. Moi, je sais que, quel que soit ce que je traverse, si j'ai un ou une amie qui vient vers moi en disant « ça va pas, est-ce qu'on peut prendre une heure ?» Voilà. Je le prends ce temps, évidemment, parce que les amis, c'est précieux et c'est hyper important. Mais je n'arrive pas
moi, à leur dire « Hey, coucou, j'ai besoin de vous ». Et du coup, j'ai tendance à me mettre en arrière, enfin voilà, et du coup, à moins les voir. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux où ils se disent « Ah bah ouais, elle doit pas être dispo » ou on la voit moins, donc je pense que d'une certaine façon, il y a un truc de loin des yeux, loin du cœur, quoi. Ouais, qui n'est pas le cas avec la famille, puisque la famille, c'est inconditionnel et c'est toujours là. C'est vraiment juste la peur de les inquiéter. Voilà, mais bon. Et du coup, tu l'expliques comment, ça, ce truc-là ? Est-ce que tu as déjà essayé, tu as eu des mauvais retours ? Enfin, tu vois, d'où c'est venu ce truc-là de pas vouloir inquiéter les autres ou tes amis, ils ont... Enfin, tu vois... En fait, moi, je me mets à ta place. Si toi, tu as ce réflexe-là, si quelqu'un vient te voir et te dit en ce moment, ça va pas bien, est-ce qu'on peut se prendre 1 heure pour en discuter ? Je suis sûre que si tu le faisais avec tes amis, ils seraient là aussi. Donc, comment tu l'expliques, ça, le fait que toi, tu réagisses comme ça ? Je pense que j'ai une peur de déranger, déjà, une petite, qui est très forte, je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais tu vois, j'étais une petite fille qui faisait le moins de bruit possible et tout ça. Une ado une ado relou, vraiment chiante, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas très très calme, très sage à l'école. En revanche, du coup, très désagréable à la maison parce que tu vois, je lâchais les vannes, quoi. Ouais, les pauvres parents en ont pris tellement plein la gueule, mais ils méritent pas, ils sont super. Mais bon, je ne cesse de m'excuser depuis, donc je pense qu'ils m'en veulent plus. Et je pense qu'il y a aussi un truc de un truc de peur d'être déçu. Ouais. Tu vois, en ne demandant rien aux autres, tu peux pas être déçu, genre parce qu'ils sont pas là pour toi, en fait. Et donc c'est un truc, c'est une forme c'est une façon d'être assez délulu, comme disent les jeunes. Je saurais pas l'utiliser, ce terme, désolé. Des loulous. Enfin voilà, delusional. mais ouais. Et c'est pas cool parce qu'en plus, je pense que mes amis sont des gens super, donc c'est absurde de pas leur laisser la chance d'être là, quoi. Ouais, mais je pense que ça se fait tout seul dans ton cerveau. Ça, malheureusement, c'est des trucs qu'on contrôle pas, en fait. C'est toi qui hypothétises que si tu leur dis, ils vont pas réagir de la bonne manière, alors que pas du tout. Enfin, tu vois, c'est très ancré et c'est difficile, ce genre de pensée automatique, de les enlever. Enfin, c'est hyper dur. C'est ça. Ah, mais c'est clair. Et c'est pour ça, je pense que ça va être hyper intéressant, ce nouveau chapitre que je vais ouvrir avec un psy. Ouais. Parce que j'ai plein de choses à voir. Genre, après, franchement, je veux dire, j'ai quand même fait un podcast du sujet qui me rendait le plus émotionnellement instable. Et voilà. Donc, d'une certaine façon, c'est marrant, mais l'aide que je n'ose pas demander à mes proches, en fait j'ai des inconnus qui pop dans mes DM pour dire oh là là, plein de force et plein de bisous, et tu vois, c'est trop mimes, quoi. Ça c'est quand même ça brise la solitude, assez clairement. Et justement, tes proches, est-ce qu'ils écoutent ton podcast ? Il y en a, ouais. Et est-ce que ça te gêne ? Ça me gêne pas. Mais c'est vrai que forcément ça met un peu plus de pression. Exactement, j'ai un peu plus envie que eux aiment que le reste du monde. Après je pense que ceux qui n'aiment pas ne me le disent pas. Jusque là j'ai eu que des super chouettes retours, donc ça fait trop de bien, ça fait trop plaisir. Et ceux qui n'ont pas envie d'écouter et qui préfèrent avoir l'histoire racontée autour bien sûr. Autour d'un Dijon ou d'une bière ou que sais-je, me le demande, quoi. Mais oui, c'est vrai que forcément, j'ai plus... Enfin, c'est les people que j'ai envie de pleaser. Ouais, je vois. Moi, ça m'impressionne encore plus de savoir qu'il y a des gens que je connais dans la vraie vie qui m'écoutent. Enfin, je sais pas comment dire, ça peut paraître con parce que dans le podcast, je pense être vraiment moi-même. Enfin, tu vois, je suis vraiment, je pense, la même dans la vraie vie. Mais de savoir que, je sais pas, il y a des amis très proches, ma famille, tu vois, je sais que ma sœur, elle m'écoute aussi. Et je sais pas, il y a un truc où ça me gêne. Il y a un petit truc un peu, je sais pas, j'assume un peu moins avec mes proches, ce qui est très bizarre. Mais c'est bizarre sans l'être, en fait. Tu vois, par exemple, si à 15 ans,
quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie et que je n'allais jamais voir de ma vie, à nouveau derrière, lisait 3 pages de mon journal intime. Oui. Ça n'avait pas de répercussions. Ouais, je vois, l'analogie est bonne. Alors que si c'est tes parents ou tes potes, t'as trop honte, quoi. Tu vois, il y a un truc de oh là là, c'est peut-être qu'ils vont apprendre quelque chose qu'ils savaient pas, c'est horrible. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est juste. En plus, alors que techniquement, tes proches, ils apprennent toujours des trucs de toi, tu vois. T'es pas toujours la même personne à chaque fois que tu les vois, et il se passe des trucs dans ta vie, à l'intérieur de toi et tout ça, donc à chaque fois, à la limite, on est une page vierge en fait pour nos proches. c'est vrai. Puis c'est cool aussi de se laisser se redécouvrir. Enfin, je trouve que ça, c'est un truc qu'on fait à l'âge adulte. Je sais pas si toi ça te l'a fait, mais moi, il y a des gens avec qui je traînais beaucoup au lycée, début de vie active et tout, et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait plus du tout d'atomes crochus, qu'on avait grandi ensemble, et qu'en fait, arrivé à la vie adulte, on était trop différents, et du coup, des fois, faut faire un peu le deuil de ce genre d'amitié-là que tu cultives et qui devient un peu superficiel. Mais c'est vrai que c'est un peu chamboulant, je trouve, à la vie, enfin, quand tu passes du côté obscur de la force de la vie d'adulte. C'est ça. Mais en fait, l'amitié à l'âge adulte, c'est hyper compliqué. C'est, je suis en train de, je vais absolument travailler là-dessus, faire une fiction là-dessus, donc je réfléchis beaucoup à ça. C'est vraiment, on s'imagine pas, on dit beaucoup, l'amour c'est compliqué, et c'est vrai. Mais une fois que tu as trouvé la personne qui te va bien, qui te correspond et avec qui tu as envie de fonder une vie, en fait, de quelque façon que ce soit, il y a un truc, ok, c'est sécure, quoi. Enfin, c'est, voilà. Les amis, c'est fou à quel point c'est beaucoup plus complexe et fluctuant et voilà. Mais c'est hyper intéressant. C'est limite plus difficile à entretenir parce que le couple, en général, tu vis avec la personne ou pas. D'ailleurs, chaque couple est différent, mais tu entretiens plus le truc au quotidien. La personne te connaît plus dans l'intimité, dans le truc. Alors que c'est vrai qu'une amitié, quand il réfléchit, c'est plus à des instants précis où tu vois la personne. Enfin, tu vois, c'est dur de cultiver ça parfois à distance et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme sujet de dire. Enfin, moi, j'essaye de cultiver mes amitiés autant que je cultive l'amour que je peux avoir avec mon partenaire, tu vois. Et je trouve qu'en vrai, c'est dur de le faire pour l'amitié, quoi. Et puis ça peut être mal perçu aussi, parce que moi des fois j'ai envie de m'investir beaucoup aussi dans des amitiés, et il y a des gens qui se disent bah non c'est trop. Bah ouais mais bon c'est pour moi amitié et amour c'est pareil, pour moi c'est le même sentiment, hein. Mes amis mais je les aime d'un amour profond, quoi, tu vois. Et les ruptures amicales, mais c'est tellement dur. Mais en plus la plupart du temps c'est pas vraiment une rupture tu vois nette, c'est vrai. Exactement. Tu te sens ghosté au fur et à mesure, genre tu proposes quand est-ce qu'on se voit, t'as pas de réponse, et ils rebondissent sur d'autres trucs et t'es genre mais on est potes ou on n'est pas potes, merde. C'est vrai, t'as raison. Et puis le fait de mettre des mots dessus quand les gens, enfin tu vois, moi j'avais un de mes amis il y a quelques années qui avait décidé d'arrêter de me parler pour pas trop de raisons, et du coup moi je l'avais vécu hyper mal, ça avait été hyper dur, mais tu vois j'avais pas trop osé en parler parce que je sais pas, je voulais pas que ce soit mal interprété, parce qu'en plus comme c'était un ami garçon, tu vois, pas que les gens pensent qu'il y a des sentiments amoureux. Non, c'est juste que je l'ai vraiment vécu comme une rupture, parce que c'est quelqu'un que j'aimais profondément, et du coup ça m'a fait aussi mal qu'une peine de cœur d'amour, quoi, tu vois. Bien sûr, mais je comprends de ouf, j'ai vécu ça plein de fois et je comprends tellement. Mais je sais pas, il y a un truc où limite t'as pas le droit de le mettre au même rang que l'amour que tu peux ressentir pour ton partenaire ou ta partenaire, quoi. Ouais, alors que c'est aussi ça fait partie de l'équilibre, et ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est trop important en fait, et c'est je sais pas, ouais, c'est ça demande dans les Sims en fait, ils arrivent à faire tu vois, ils te rappellent genre passe un coup de fil à machin, c'est vrai, vois machin pour qu'on l'ait dans la vraie vie, ça, parce que la tête dans le guidon des fois, enfin moi ça, genre 6 mois après je me dis merde, ça fait 6 mois que j'ai pas pris de nouvelles de cette personne, alors que c'est dur, je trouve, d'entretenir ça aussi. Ouais, bien sûr. Donc les petites attentions, on revient au truc, moi je trouve que c'est un principe aussi de la gentillesse, des petites attentions, d'essayer d'être là pour l'autre, même si on est à distance et tout, mais on oublie trop souvent, je trouve. Et d'accepter aussi que l'autre change. Oui. Et un truc, c'est pas forcément, quand l'autre change, ça veut pas forcément dire qu'il faut couper les ponts, sauf si évidemment il change genre il devient complètement zinzin, quoi. Enfin pas zinzin, c'est pas ce que je veux dire, mais tu vois, enfin genre complètement différent complètement différent de ce que vous avez, enfin de ce que tu cherches toi dans une amitié, quoi. Ouais. Mais parce que on est quand même à un âge, enfin je suis un peu plus âgée que toi, mais on est, enfin tu vois, autour de la trentaine. C'est un moment où il y a tellement de changements dans la vie, et donc forcément ça
ça modifie un peu qui on est et qui sont les amis. Et tu vois, il y a un truc de bah oui, forcément, tu peux pas contacter ta pote qui a eu un bébé il y a 6 mois pour l'avoir dans les 30 minutes et boire un coup avec. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas ton ami pour autant. Il y a des gens qui, tu vois, ils changent un peu de vie, ils font un peu plus de sport, ils picolent un peu moins. Ok, tu vas plus te murger tous les week-ends avec, mais ça reste quand même tes amis et il y a moyen de se voir... autrement, voilà. C'est clair. Et puis moi tu vois, j'avais ce genre d'amitié là où on faisait plein de soirées ensemble et on se bourrait la gueule et c'était trop cool et le lendemain on repartait et en fait on avait parlé de rien, tu vois. Et aujourd'hui c'est des gens en vrai avec qui j'ai grandi, on se connaît depuis des années, mais je trouve qu'on a moins de trucs à se dire et c'est vrai que quand il y a pas d'alcool c'est moins fun et donc je me dis en vrai c'est pas des vraies amitiés, quoi, tu vois. Si t'es pas capable de pas boire pour t'amuser, enfin tu vois, je crois que j'ai passé l'âge de ce genre de truc, quoi. Au-delà de s'amuser, il y a aussi avoir les, tu vois, être suffisamment désinhibé par l'alcool pour avoir des conversations deep, un peu profondes. Et ça, faut trouver le moyen, et je l'ai pas encore trouvé, de réussir à avoir ce genre de conversation sans être à 8 grammes, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas facile en vrai. Il y a tellement de barrières qui sautent quand il y a un truc où il faut créer ces moments intimes là et ouais, j'essaye de le faire mais c'est pas facile. Hors alcool, c'est pas facile. C'est vrai. Mais c'est fou. Et tu sais, moi j'en viens à un point où avant tu vois, quand j'avais des fantasmes, c'était forcément des trucs hyper passionnels et amoureux et sexuels et machin et tout ça. Maintenant, j'ai des fantasmes amicaux, c'est ridicule. Genre je m'endors en imaginant un jour je vais rencontrer ma Leslie Knope ou tu vois, comme dans Parks and Rec, parce que je trouve que la relation amicale entre Leslie Knope et Anne Perkins est incroyable. Je sais pas si tu connais la série. Non, je connais pas, mais je veux le note parce que j'aime trop ce genre de... Franchement, c'est la série, c'est ma série doudou par excellence. Trop bien. Elle met trop de bonne humeur, c'est hilarant et voilà. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est là où on voit où on vieillit. Ouais. Un autre truc où je vois que je vieillis, alors ça n'a rien à voir, mais je parle de... voilà. Je regardais une série qui s'appelle Heartstopper. Ouais. Et dedans, en fait, il y a un personnage, donc il a, je sais pas, 18 ans, un truc comme ça. Et je me souviens de moi à 18 ans qui était genre, oh là là, j'aimerais trop, ce perso, machin, blabla. Et maintenant, en fait, je suis passée de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je vois ce personnage et je me dis, oh, j'aimerais trop avoir un fils comme ça un jour. Ah oui. C'est vrai que là, tu sens que t'as vraiment sauté par-dessus la barrière et qu'il n'y a pas de moyen de retour, quoi. Ah, t'as joué à saute-mouton avec la vie, quoi. C'est waouh. Okay, c'est vrai qu'il y a un avant-après ce genre de réflexion, quoi. Mais c'est rigolo de se le dire aussi, enfin, tu vois, de ce que... Je pense que parfois on s'en rend même pas compte moi j'aime bien, tu vois, me poser ce genre de questions, de me dire quand est-ce que je suis vraiment devenue adulte, tu vois, c'est quoi le switch vraiment de la vie d'adulte et tout. Et en vrai j'ai pas de réponse, mais tu vois, j'aime bien analyser ces toutes petites piqûres de ce qui se passe dans mon cerveau et de me dire ah ouais, là je pense que je suis vraiment adulte. Il y a un truc qui se fait, quoi. Je pense que c'est quand alors que tu voulais dire totalement autre chose, tu dis TVA. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Tu es c'est vrai, une adulte. Raison. Si je dis TVA à la place vraiment d'autres mots, ça devient vraiment catastrophique. Je suis vraiment trop dans le boulot et trop dans la vie d'adulte, c'est vrai. Ouais, moi je pense que c'est la première fois que j'ai envoyé ma déclaration d'impôt dans les temps. Ouais, c'est vrai. Ou compris. Là, moi, je crois que je suis pas encore tout à fait adulte parce que je ne comprends pas toujours la déclaration d'impôt. Il y a des cases. Ça, t'es un être humain. Ok, en fait. C'est normal. C'est normal. Genre, quand on deviendra parent ou quoi, il y aura pas un truc qui se... Non, vraiment pas. Bon, bah, dommage, parce que je m'étais dit peut-être qu'un jour j'aurai le savoir de comprendre ce qui se passe sur ma feuille d'impôt. Je te le souhaite, mais... Ouais, je me le souhaite aussi. Mais et préviens-moi si ça t'arrive. Ouais, bah, je ferai une petite conférence, expliquer la feuille d'impôt, les impôts pour les nuls. Le webinaire. Ouais, c'est ça exactement, le webinaire nul de les impôts pour les nuls. Mais ouais, c'est trop chouette ce truc-là que t'es pour les amitiés, parce que moi je romantise beaucoup aussi l'amitié. Il y a un truc où tu sais, on attend beaucoup aussi de, je sais pas, comme on a grandi, moi j'ai beaucoup grandi avec les comédies romantiques, donc je romantisais aussi beaucoup le couple, mais je me suis rendu compte aussi que je romantisais aussi beaucoup l'amitié, de tu sais, avoir une meilleure amie, qu'on puisse compter les unes sur les autres, enfin toute sa vie, enfin je sais pas, il y a un truc où on romantise aussi beaucoup ça. Comment toi tu te construis par rapport à tes attentes que t'as pu avoir enfant, ado et adulte maintenant avec ton cercle d'amis? Comment ça a évolué? Bah c'est ouais, je pense qu'il y a je sais pas si un jour j'arriverai à ne pas être triste de ne pas avoir tu vois, mon groupe de potes depuis l'enfance. Ouais. Ça c'est un truc
j'ai toujours eu, tu vois, à l'école primaire, j'avais une pote, genre une meilleure copine, quoi. Au collège, j'ai eu une meilleure copine. Et à un moment, on commençait à faire partie d'un groupe, et moi, j'ai été expulsée du groupe parce que j'étais chiante. Ah non, ouais, mais quand même. Ouais. Et donc ma pote est restée ma pote, tu vois, mais elle est vraiment dans une pire situation où en fait elle entend des trucs vraiment pas cool d'un côté et puis de l'autre elle me voyait moi trop mal et essayant de faire la forte et machin. Donc voilà. Et après au lycée j'ai eu deux excellentes potes qui sont toujours des excellentes potes. C'est juste elles sont parties vivre loin et puis elles ont des vies trépidante et forcément on se voit plus beaucoup. À la fac, j'ai commencé à avoir plus un groupe, mais là encore en fait, tu vois. Enfin, je sais pas comment font les gens qui ont des groupes de potes où vraiment ils se revoient régulièrement et tout ça, malgré la distance géographique, malgré soit la vie pro qui prend du temps ou la santé mentale qui prend trop d'efforts ou la vie familiale qui prend beaucoup de place. Je suis hyper admirative de ça. Du coup, j'ai complètement oublié le fil de ma réponse. Non, mais c'était hyper intéressant. Okay. Bon, parfait. C'est les meilleures réponses en général quand on a oublié la question, donc il y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est difficile à cultiver ces trucs-là. Moi, tu vois, j'ai une de mes copines qui a un groupe d'amis, je pense depuis le primaire ou le collège, et ils arrivent à se voir et ils sont genre 20 et ils font des gros stuff à 20 et je me dis, et elle, tu vois, elle est mère de 3 enfants et tout, et je me dis, mais comment fait-elle? Enfin, comment font-ils, tu vois, pour se retrouver? Et ils y arrivent. Je sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, mais en tout cas, ils arrivent à toujours faire un gros truc et tout. Et je trouve ça trop bien. En plus, chacun a ramené sa moitié du coup dans le groupe, donc ça fait un encore plus gros groupe et tout. Et je me dis, c'est trop chouette de réussir à faire ça. Et parce que entre le primaire et maintenant, elle a 40 ans, tu vois, ils ont quand même vachement tous évolué dans des carrières différentes, dans des vies différentes et tout. Et ils arrivent quand même à se retrouver. Donc je trouve ça trop chouette, quoi. Ah, c'est génial. Mais moi, je sais que j'ai vraiment ma grosse part de responsabilité là-dedans. Je suis timide et tu vois, la peur de déranger, ça fait que en fait, je me suis jamais vraiment imposée et les gens savent pas à quel point ils sont importants pour moi ou le savent plus. Et enfin bref. Ouais. Donc il y a un truc de un regret, mais aussi beaucoup de remise en question et en même temps de l'espoir parce que ça peut évoluer. Moi, ça peut évoluer. Et puis ça peut évoluer. Ça peut clairement évoluer. Et puis moi, tu vois, j'étais arrivée à un truc de ma vie où, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, je cultivais beaucoup d'amitiés un peu superficielles, mais j'avais beaucoup d'amis. Et arrivé à 28, 29 ans, je me suis rendu compte que j'avais très peu d'amis et tu sais, ça m'a un peu angoissée. Je me suis dit, ah merde, j'ai plus grand monde autour de moi et tout. Et au final, je me suis rendu compte que non, c'était ces amitiés-là qu'il fallait cultiver parce que c'est celles qui sont le plus fortes. Et donc, je m'étais dit, c'est bon, maintenant, je vais avoir 30 ans, j'ai mon cercle d'amis et c'est fini. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'avoir fermé les portes. Et au final, maintenant, je me dis, pourquoi j'ai pensé ça? On peut encore devenir amis avec des gens plus tard. Enfin, tu vois, je trouve que les amitiés qui se nouent à l'âge adulte sont tout aussi jolies que des amitiés plus anciennes et tout aussi fortes. Enfin, je trouve qu'il faut pas minimiser non plus ces personnes-là qui rentrent dans notre cercle plus tard et pas être trop fermé non plus. Ouais. Parce que tu vois, j'échange aussi avec beaucoup de gens qui me disent non, mais moi j'ai plus besoin de personnes dans mon cercle, donc je me ferme. Et je trouve que c'est dommage de se fermer parce qu'en fait, on se ferme à des super jolies rencontres. Mais grave, mais c'est ça. Et pour le coup, j'ai des super amitiés qui ont démarré à 27, 28 ans. Ouais, c'est ça. Et tu vois, encore il y a 1 an, une super rencontre. Et il y a 2 ans, une autre super rencontre. Et tu vois, il y a un truc de... Enfin, c'est des gens et en fait, c'est juste... oser leur dire viens on boit un coup et pas attendre forcément que ce soit la personne qui le fasse et tout ça. C'est vraiment Et tu trouves pas qu'il y a une différence entre les amitiés nées à l'âge adulte que les amitiés d'avant? Moi, j'ai l'impression que ceux à l'âge adulte parfois me connaissent mieux parce que comme j'étais plus moi-même quand on s'est rencontrés, où j'étais un peu plus affirmée, j'ai plus réussi vite à poser mes limites, à expliquer qui j'étais et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est des amitiés qui sont j'ai des amitiés très proches de plus de 15 ans, donc c'est différent, mais en tout cas ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont plus vite compris qui j'étais. Enfin, tu vois, parce que moi-même je savais plus qui j'étais. Et puis parce que eux aussi savaient plus qui ils étaient et que clairement, eux aussi ont pu se présenter comme ils avaient envie de se présenter, quoi. Donc c'est clairement des amitiés peut-être plus les amitiés qui commencent dans des contextes plus matures. C'est pas le même terreau, quoi. Non, c'est ça, c'est exactement, c'est pas le même terreau et on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes et on ose. Tu vois, moi c'est le genre de truc où avant
j'osais jamais dire non si on me proposait une soirée parce que le FOMO, peur qu'on m'invite plus, peur de pas comprendre la vanne, enfin tu vois, de pas être là au bon moment, enfin au bon endroit au bon moment, alors que maintenant si quelqu'un me propose quelque chose et que moi ma meilleure excuse maintenant c'est juste j'ai pas envie, ce qui peut paraître horrible, mais juste avant j'inventais des mythos de ma grand-mère va pas bien, enfin des trucs horribles, je me mettais dans une situation, je sais pas pourquoi je faisais ça, enfin vraiment je m'obligeais à mentir parce que j'osais pas dire non, que maintenant je dis juste non là c'est une période où je sais pas, soit je vais moins bien, soit j'ai pas forcément envie de sortir ou voilà, ou juste je suis fatiguée, et du coup je trouve que ça aide beaucoup et les gens comprennent davantage, je trouve. Mais je pense que la clé de à la fois du bonheur, de la gentillesse, de tout machin, c'est la sincérité en fait. Ouais, c'est clair. Être sincère avec soi-même et être sincère avec les autres. Enfin, sinon c'est des trucs que tu construis sur des fondations qui sont pas les tiennes. Ouais, et puis où t'es pas toi-même quoi. Ouais, exactement. On revient au truc de people pleaser où on a tendance à être plus lisse. On en parlait avec Martin Luminet dans un épisode précédent, et de dire que au final maintenant on a plus d'aspérité et les gens qui nous aiment vraiment pour qui on est, alors qu'avant moi j'avais tendance à être tellement people pleaser que tu vois, on me surnommait le caméléon. J'arrivais tellement à, tu vois, être bien inclus dans tous les groupes dans lesquels je pouvais passer, mais du coup j'étais jamais moi-même, j'avais toujours une personnalité différente, et donc j'étais quelqu'un de très lisse parce que justement j'emmagasinais toutes les personnalités des autres pour m'en construire une qui n'était pas la mienne. Et donc maintenant voilà, j'ai plus d'aspérité, et j'ai envie de dire ceux qui au fil de l'eau ont lâché la barque de l'amitié, je me dis que c'est des gens qui ne m'appréciaient pas vraiment pour qui j'étais, et voilà, au moins ça s'est fait naturellement quoi. Ouais, c'est un tri naturel et nécessaire quoi. Exactement, mais pas facile. Ouais, c'est vrai. Toi, tu le gères comment justement quand t'as dû, je sais pas, il y a des amitiés qui se sont arrêtées, est-ce que c'est des discussions ou est-ce que c'est l'amitié s'éteint d'elle-même, la relation s'éteint d'elle-même? J'ai eu les deux. Ouais. J'ai eu le truc, ça s'éteint d'elle-même. En fait, tu te rends compte que c'est plus fluide. C'est forcé, quoi. Ouais, c'est forcé. Il y a un truc, tu sais plus trop. T'arrives plus à pas trop réfléchir, en fait. Je sais pas. Enfin, c'est la chimie se fait plus. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc, c'est trop bizarre. Il y a un truc qui s'est cassé, ouais, non, mais je vois tout à fait. C'est trop étrange. Tu connais quelqu'un depuis 20 ans et tu te rends compte que t'es plus à l'aise avec. Ouais. Et tu sais pas d'où ça vient et tu te dis, on pourrait en parler, mais en même temps, c'est bizarre. C'est gênant, ouais, carrément. Et comme t'es plus à l'aise, t'arrives plus à parler vraiment à cœur ouvert. Et puis, il y a les amitiés où... ouais, pour le coup, tu discutes un peu plus et tu te rends compte que c'est par rapport à des changements de vie et que c'est plus possible d'être à ce point ami, et donc tu rétrogrades un peu. Enfin, je sais pas, t'as l'impression d'être rétrogradé en pote. Enfin, ouais. Ouais, c'est pas facile en vrai de l'assumer, ce genre de truc là où comme on disait tout à l'heure, il y a une rupture. Est-ce que on le dit pas? Tu vois, c'est des questions que je pose souvent dans Trop Bonne Trop Cool, et il y en a beaucoup qui disent moi en vrai. C'est soit on fait l'autruche chacun de notre côté et du coup c'est un truc qui meurt et on s'en parle pas, soit il y en a qui font du ghostage parce que ils veulent sortir d'une amitié mais ils savent pas comment faire, et en vrai c'est pas une bonne solution. Moi je l'ai déjà fait aussi, mais ghoster les gens, voilà, c'est pareil, tu te sors de la situation. Ou sinon t'as la douloureuse discussion d'expliquer pourquoi faut que ça s'arrête, mais que ce soit dans un rôle ou dans l'autre, je pense que c'est pas du tout confortable pour la personne qui arrête la relation que pour celle qui subit le truc, quoi. Mais comme les relations amoureuses, en fait. Ouais, clairement. C'est pas facile de partir non plus. C'est clair que dans l'amour, c'est pareil, ouais. Mais comme les relations professionnelles. Oui. Finalement, demander une démission ou une rupture conventionnelle à ses patrons, c'est atroce. Oh mon Dieu, quel sentiment horrible. Rien que demander des congés, moi, j'avais peur de déranger, donc... Pareil. Mais il y a des moments où on n'a pas pu poser les vacances au prix où c'était intéressant parce que j'osais pas demander les congés. Mais quel j'étais, quoi. Moi, ça a été un de mes arguments pour me lancer à mon compte, de dire putain, j'aurais pu jamais de ma vie, enfin si tout va bien, demander des congés à quelqu'un. Genre c'était tellement ma hantise. J'avais l'impression de demander un rein, moi, quand je demandais mes congés. Genre est-ce que vous pouvez me donner un rein? Et là, tu vois, ma chef me disait non, Léa, on peut pas. Donc j'y allais tout le temps sur la pointe des pieds. Tu sais, limite j'avais des phrases préfaites dans ma tête où j'avais les meilleurs arguments pour la convaincre d'eux, alors que non. En fait, c'est des congés, ils nous sont dus.
Non, mais le pire, c'est ça. Donc, tu te montes le bourrichon pendant des semaines, t'oses pas demander, tout le monde te met la pression, genre, qu'est-ce qu'on fait? Putain, on attend que toi. Et en fait, tu vas voir ton boss qui te dit, ouais, ok. Ouais, pas de souci. Normal. Normiche, quoi. Mais c'est vrai que ça, on en parle aussi souvent ici, mais les scénarios qu'on se fait dans nos têtes. Oh mon Dieu, ouf. Pourquoi Scénario notre catastrophe. cerveau fait ça? Mais oui. C'est l'anxiété, quoi. Ouais, je pense. C'est horrible. Tout le monde n'a pas ça et c'est ça le pire. Enfin, comment font les gens? Et c'est vraiment comment font les gens et sans anxiolytique, quoi. Enfin, alors, mais ça surchauffe constamment là-dedans. Ouais, moi aussi. Bref. Des fois, j'arrive à le déconnecter, tu sais, quand je suis sur des pentes un peu ascendantes de tout va bien dans ma vie et tout. Et après, j'ai l'impression que la chute, elle est encore pire. Quand tout se remet en branle ou quand ça recommence à tout. Et je suis en mode, ah oui, c'était comme ça avant. Ok, j'avais oublié à quel point c'était horrible. On s'y habituera jamais. Enfin, je pense pas qu'il y aura une recette secrète un jour où on arrivera à faire en sorte qu'on ne fasse plus ça. Après, le café n'aide pas. Je bois pas de café. Ah ouais, donc c'est pas ça. Grand bien m'en face, je bois pas de café. T'imagines? Non mais parce que ah ouais, toi le café ça développe ça? Oh là là, en fait le truc c'est donc j'ai arrêté le café quand j'essayais d'être enceinte au début. Ouais. Donc j'ai full arrêté parce que je buvais 10 tasses par jour. OK. Je m'étonnais de pas dormir, tu sais. Et donc maintenant en fait j'en bois de temps en temps et quand j'en bois ça marche tellement bien, c'est un délire. C'est un délire. Et du coup, par exemple, hier, donc j'enregistrais un podcast. Donc bref, et il était 16h30. Ouais. Et j'aime bien boire un truc en même temps, donc je me suis pris un café et je n'ai pas dormi avant 2-3 heures du matin. Oh, parce que tu vois, il y a un truc de non seulement t'as l'anxiété, mais en plus ça te met tellement un shot d'énergie. Ouais. T'es genre donc t'as rien à faire, t'es dans le lit et tu ne peux que penser. Ah ouais, c'est horrible. C'est terrible. Donc voilà, le café n'aide pas. Arrête. Le café n'aide pas, mais tu vois, moi je bois pas de café, donc c'est la preuve que on peut penser à plein de trucs sans café. Ah oui, bien sûr. T'imagines si je buvais du café? Mais c'est ça. Mais ne commence jamais. Non, c'est clair. C'est clair, ouais, c'est difficile de faire taire ce petit truc de scénario catastrophe. C'était dans les épisodes de This Is Us, je sais pas si t'as vu cette série. Bien sûr. Ouais, j'ai tellement chialé. Oui, moi aussi. Et Randall et sa femme, Bess, je crois, qui font the worst case scénario. Genre en mode, ça, tu vois, je trouve que c'est intelligent. Tu vois, c'est une manière sympa d'exploiter notre côté scénariste. Donc, pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas cette série, du coup, c'est un couple, quand ça va mal dans leur vie, ils discutent ensemble de qu'est-ce qui pourrait se passer le pire. En fait, hypothétiser vraiment le pire. Et en général, c'est toujours le moins pire. Donc, en général, ça va jusqu'à nos enfants vont mourir ou enfin des trucs vraiment, vraiment qui vont loin. Et en général, donc ça, bien sûr, ça ne va pas jusque là. Et je trouve ça intelligent de le faire. Je trouve que ça prépare aussi. C'est un peu maso de faire ça, mais je trouve que ça te prépare aussi si jamais il se passe le pire, quoi. En fait, au-delà d'être maso, il y a surtout un truc de se faire des scénarios catastrophes, c'est catastrophique dans sa tête, mais à partir du moment où tu les partages avec quelqu'un et où la personne peut te regarder en mode tu vas trop loin. Quoi ? C'est n'importe quoi en fait. Tu te rends bien compte. Déjà, rien que le fait de le dire. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça permet de dédramatiser et le fait que ce soit reçu en face, que la personne en face puisse réagir, il y a un côté tellement genre oui, ça dédramatise le truc. Donc je pense que se faire des worst case scénarios, c'est atroce, sauf, faut les sortir. Faut les écrire et se relire et se dire ou les partager avec quelqu'un. Ouais, et puis t'as raison. En fait, c'est totalement nul ce que je disais parce que en gros, on les a dans nos têtes. Les worst case scénarios, on les a. Donc c'est vrai que le fait de les verbaliser, de mettre des mots dessus, et puis même limite de se les dire à soi-même. Et même toi, même nous, on est capable de se dire, mais ça va pas du tout là, Léa, ce que t'es en train de t'imaginer. C'est vrai. Mais le cerveau humain est quand même fort. Hein. Moi, je le dis souvent aussi ici, mais je pourrais avoir des Oscars, des Césars, parce que vraiment, j'ai fait des scénarios de ouf. Mais pareil. Mais vas-y, on en fait des séries et des films, quoi. Qu'est-ce qui nous arrête ? Ouais, ça serait pas très gai, mes séries et mes films, je pense, mais parce qu'en général, c'est quand ça. Enfin, je dis ça, mais après, quand ça mouline, c'est aussi, par exemple, tu vois, ce podcast-là, il est né en m'endormant. C'est ce truc où je m'endormais, où je me suis dit, donc à l'époque, je l'avais lancé avec une copine qui s'appelle Léa. Et du coup, on voulait lancer un podcast ensemble, on savait pas trop sur quoi le faire, l'entrepreneuriat déjà trop vu. Et un soir, je m'endors et je me dis, on va faire un podcast sur la gentillesse et il s'appellera Trop bonne, trop cool. Et le podcast est né.
Donc mon cerveau qui s'endort est aussi très fort pour avoir un peu de créativité. Pas au bon moment, mais il a cette faculté-là. Mais je pense que les cerveaux anxieux sont hyper créatifs, tu vois. Enfin, c'est sûr. C'est juste faut réussir à canaliser cette énergie-là pour en faire un truc vraiment... tu vois, par exemple, le podcast, c'est trop bien. Et faut réussir à... Ouais, enfin, tu vois, il y a carrément moyen d'utiliser son anxiété pour en faire quelque chose. Ouais, clairement, mais c'est pas facile de pas se laisser submerger par ce flot d'émotions. Moi, c'est vraiment ça, là, tu vois, début d'année, ça allait pas du tout, et ma psy m'avait fait ce schéma-là de, là, vous voyez, c'est votre cuve à émotions, et en gros, là, c'est au ras du ras, donc là, j'avais plus rien, j'avais plus de place pour accueillir ne serait-ce que de la joie, de la tristesse, enfin, tu vois, j'étais devenue limite insensible à tout parce que tout était trop intense et trop fort, et donc elle m'a dit là il va falloir ouvrir le petit robinet du bas et petit à petit faire descendre la cuve parce que sinon vous avez plus de place pour rien, tu vois. C'était une période où même la nourriture, alors que la nourriture c'est toute ma life, la nourriture ne me procurait plus de plaisir parce que j'avais plus de place à rien, et du coup ma psy m'a dit ah non mais la cuve à émotion là va falloir qu'elle se vide parce que et donc après petit à petit tu processes le truc et tu pleures beaucoup et ça va mieux. Mais c'est pas facile de pas se laisser submerger par tout ça, quoi. Faut réussir à décanter, quoi. Ouais. Comment tu fais, toi, justement, quand tu sens que t'as une vague d'émotions, un truc, que ce soit positif ou négatif, hein, parce que parfois aussi, la joie positive, enfin, le côté positif, ça peut faire un peu trop. Comment tu gères ces périodes-là pour, justement, arriver à pas te laisser submerger? C'est une bonne question. Je pense que j'ai pas la réponse quand c'est négatif. Ouais. Pas encore en fait. Enfin, je sais qu'il y a des trucs qui me font du bien, mais il y a des moments où je suis tellement dans le fond du trou que j'ai pas le réflexe. Par exemple, un truc qui me fait vraiment du bien, qui m'a toujours remis sur pied, c'est d'écouter de la musique. Enfin, vraiment des chansons que j'aime et qui me font du bien, et tu vois, enfin, dans les écouteurs et tout ça, et c'est mon moment à moi, et je m'allonge par terre, sur le lit, sur un canapé, peu importe, ou je range des trucs dans la cuisine, ou enfin, tu vois, enfin, bref. Ouais. Et j'écoute de la musique qui me rend heureuse, ou alors au contraire des chansons qui me dépriment mais que j'aime. Enfin, tu vois, je vois tout à fait. Non, mais je vois tout à fait. Qui me font chialer, mais c'est justement c'est des larmes de décantation, décantage, je sais pas comment. Ouais, si, décantage, ça me va. On voit l'image. Mais c'est vrai que en fait, il y a des moments où tu vas tellement mal que tu sais que ça peut te faire un peu de bien. Ça peut te mettre en route vers le fait d'aller mieux. Mais pendant des semaines, tu n'y arrives pas. Et c'est trop chelou, en fait. C'est vraiment tellement, tellement étrange d'avoir la clé, enfin, d'avoir la clé qui t'ouvre une porte vers un début de mieux. Et, voilà. Et de pas réussir. Et genre, c'est con, mais ouais, il y a des moments où j'ai été mais déprimée, mais à un point ouf. Et savoir que... écouter mes chansons préf, ça aurait pu me faire du bien, mais pendant des semaines, pas écouter de musique et écouter que des podcasts ou rien. Ouais, je vois. Et je sais pas, c'est pas... c'est bizarre. Et donc, l'humain est quand même bizarrement fait. Enfin, tu vois, moi, la période où ça allait moins bien, moi, par exemple, le sport, ça participe grandement à comment je me sens. Enfin, c'est un truc... pareil, ça peut paraître très cliché et tout. Moi, je fais pas du sport pour être maigre, je fais du sport pour me sentir bien dans ma tête, et j'ai mis plusieurs années avant de le comprendre. Et là, tu vois, l'année dernière, pendant presque 6 mois, j'ai pas fait de sport parce que, enfin, la psy me disait, l'humain est vraiment mal fait. Plus il va mal, plus il arrête ce qui lui fait du bien. Et c'est quand même horrible. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, faut que je me force, que je me remette au sport. Et tu vois, depuis janvier, je me suis remise au sport. Et punaise, mais ça me fait un bien fou. Et les périodes où je peux pas y aller, là, tu vois, ça faisait 1 mois que j'étais pas là quand il fallait. Enfin, bref, pour mes cours de sport et tout. Et du coup, je me sentais moins bien dans mon corps, tu sais, plus rigide. Et après, même dans ma tête, ça participe grandement aussi à ça. Et donc, moi, je me rends compte que faire du sport, ça fait partie de ma santé mentale. Sinon, j'emmagasine trop de colère, trop de frustration, trop de trucs, je sais pas, et que j'arrive à lâcher pendant le sport. Mais pareil. Enfin, c'est d'ailleurs après la première fausse couche précoce que j'ai faite. Donc en fait, c'était pas forcément une bonne chose, mais à chaque essai que je faisais pour tomber enceinte, pendant les 2 semaines, je faisais pas de sport parce que j'avais peur que ça décroche. Et en fait, c'est pas. Enfin, j'en ai parlé depuis avec une gynéco qui me suit, et elle m'a dit, mais en fait, si ça doit tenir, ça va tenir. Donc continuez à vivre vraiment. Ouais.
Voilà, juste si ça vous inquiète de faire des squats sautés et des burpees parce qu'il y a trop d'impact, peut-être éviter. Mais vraiment, c'est plus pour votre esprit. C'est plus le mental, bien sûr. C'est ça. Et du coup, pendant les 2 semaines, je perdais l'habitude de faire du sport, alors que comme toi, tu vois, c'est un truc hyper important pour moi parce que les endorphines font un bien fou en fait. C'est clair. Tu vois, tu sécrètes des hormones qui te permettent d'y voir plus clair quand tu fais du sport. Et du coup, le fait d'avoir perdu l'habitude pendant 2 semaines, et du coup, après, j'avais su que j'étais enceinte, et donc j'osais pas du tout faire de sport. Et donc, pendant encore 2 semaines, tu perds encore plus l'habitude, et bim, t'apprends que tu fais une fausse couche, et là, t'es genre, waouh, enfin, et il y a rien, enfin, tu vois, on perd très vite l'habitude des choses qui nous rendent heureux, c'est clair. Et c'est dramatique, quoi. Enfin, parce que après tu mets un peu plus de temps à te sortir des choses. Après c'est compliqué de sortir de cette torpeur là, enfin tu vois, de reprendre une habitude et tout. Moi j'ai une faculté à perdre mes bonnes habitudes, mais en un clin d'œil. Par contre à les retrouver, oh là là, c'est tellement long. Donc à chaque fois je me dis plus jamais j'arrête de faire du sport, de bien manger et tout, et bim, dès que ça va pas, je retombe dans tous ces travers et je me dis putain, mais je n'apprendrai jamais rien. C'est ça. J'ai l'impression parfois d'atteindre un truc où c'est bon, j'ai trouvé la clé, c'est bon, maintenant je comprends et tout, et au final 2 ans après, 1 an après, ça repart à volo et t'es en mode putain, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il faudrait se faire des vocaux à soi-même ou des mémos à coller un peu partout chez soi? Idée, je sais pas, tu vois. Genre à la toi du futur, genre quand tu vas pas bien, t'écoutes ça. Franchement, c'est une trop bonne idée. Après, on peut aussi compter, enfin tu vois, si on a des gens suffisamment proches, leur dire secoue-moi, tu sais quoi. C'est vrai que par exemple, je digère pas les kebabs. À chaque fois, je mange un kebab, je suis malade de ouf. C'est un carnage. Pendant 2 jours, je suis pas bien. Et donc, j'ai réussi à dire à ma meuf, empêche-moi. Empêche-moi. Et même si ça va être dur, et c'est vrai, parce que tous les 2 jours, je lui dis, j'ai envie d'un kebab, et elle fait, non, vraiment, tu vas me saouler pendant 2 jours, c'est pas possible. Donc, et elle me le redit, elle me redécrit le mal de ventre que je lui ai décrit et tout ça. Et donc voilà, et en fait il faut faire ça, faut confier à d'autres personnes. Oh pardon, j'ai le ventre qui grouille, je pense qu'avec le micro ça va s'entendre. T'inquiète, il est 11h40, tu as le droit de gargouiller. C'est ça. Mais c'est ça. Après, mais c'est pour ça que je dis les mémos, parce qu'il faut pas non plus compter que sur d'autres personnes pour te dire, là tu sais quoi, il faut que t'écoutes une demi-heure Father John Misty ou je sais pas, n'importe quelle chanson qui va te faire chialer 5 minutes et ça va être bien. Faut aussi se le rappeler à soi-même, quoi. Enfin, clairement. Donc, l'idée des post-it, l'idée des post-it et des vocaux, j'aime vraiment l'idée. Et puis parfois, moi, je suis une peste. Tu vois, j'ai beau dire à mon mec, par exemple, moi, l'alcool. Je sais que j'ai pas un problème avec l'alcool, hein, mais en fait, quand je commence à boire, j'ai du mal à m'arrêter parce que je suis festif, je suis machin. Donc si je commence, j'ai du mal à m'arrêter et à me restreindre. Et du coup, mon mec, bon après, c'est en plus sous l'effet de l'alcool, parfois peut me dire, attention Léa, parce que moi, le lendemain, maintenant, l'alcool, je le gère super mal. J'ai des grosses gueules de bois qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. Je vomis le lendemain. La trentaine, hein. Bref, exactement. Je vous passe les détails, mais voilà, c'est vrai que c'est le lendemain, je regrette toujours. Et donc toujours mon mec tout mignon qui va me dire attention Léa, demain tu vas pas être bien et tout. Et je suis la pire parce que je lui dis mais arrête, tu sais, je le trouve trop moralisateur et du coup je me prends trop mal. Et le lendemain tu m'empêches de vivre. Mais c'est exactement, t'es pas mon père, ok. J'ai tendance à être comme ça aussi. Mais c'est dur. Et pareil, tu vois, sur les kebabs, un peu les cheat meals et tout, moi je suis la plus gourmande du monde, et donc parfois aussi j'aimerais faire ça. Et si mon mec me dit non mais on va pas manger ça, et je me dis mais quoi, tu me trouves trop grosse, enfin tu sais, je peux partir dans des trucs, je me dis putain, mais alors il fait juste mon bien, tu vois. Et des fois j'ai l'impression de m'écouter. Mais c'est bien si t'arrives à le faire avec ta meuf, tu vois, que même si elle sait que tu vas peut-être mal réagir avec les kebabs, au moins voilà, elle s'y tient, c'est son rôle. C'est ton garde-fou. C'est pas facile en vrai tout ça. Non, on est quand même un peu ambivalent sur nos façons de faire. Et on a une mémoire sélective parfois, c'est terrible. Putain, c'est vrai que c'est une catastrophe. Et après quand l'autre peut te dire mais c'est toi qui m'avais dit que oui, là c'est pas le bon moment, OK. Non mais on n'est pas facile, on n'est pas quand même, moi je suis quand même pas toujours facile à vivre, tu vois. Je me dis que il a du courage parfois. Mais je suis la pire, tu sais, je dis genre la gentillesse et tout ça, mais je suis une teigne, tu vois, genre quand j'ai faim. Moi aussi. Oh là 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 là. Un drame. Quand j'ai faim et je suis en SPM ou un peu hormonal, c'était un drame. Moi je suis un dragon, hein. Enfin, si mais moi je me pas à manger. Mais oui, mais c'est ça. Mais ma meuf me compare à un dragon, pareil. C'est fou.
je deviens, mais tu vois, là, je souris, je suis sympa, machin. L'inverse. Ah, ça dépasse l'entendement. Pareil. Et ça, tu vois, je le tiens de mon père, parce que mon père, quand il est irrité à la maison, je vois toujours ma belle-mère lui dire « Oh, punaise, Jean-Luc, mange un truc là, parce que tu nous saoules !» Donc c'est vraiment like mon père, quoi. Donc je sais de qui je tiens ça, au moins. Ouais. Mais ça, tu vois, je m'en suis pas rendu compte toute seule. C'est vraiment mon ex avec qui je suis restée 3-4 ans qui m'a dit un jour, vraiment... Mais ouais, c'est ça. Mais tu veux pas manger un truc là parce que t'es insupportable. Et je suis quoi ? Et ouais. Puis là, en plus, si te le dit dans cette période-là, la personne, tu te vexes encore plus. De ouf. Mais de haut, tu me dis quoi faire en fait. Je mange si j'ai envie, ok ? Et effectivement, tu manges 2 bouchées et directement tu redeviens l'agneau que tu étais, quoi. Ouais, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi on a ce truc-là de... Bah, ouais, je sais pas. Franchement, je saurais pas l'expliquer. Et j'ai l'impression que tous les gens ne sont pas comme ça. Et ça, c'est... Enfin... Je crois qu'il y a quand même peu de gens qui sont vraiment vénères quand ils ont faim, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est comme tout le monde n'est pas hyper déprimé quand il fait un temps de merde. C'est vrai. Tout le monde ne trouve pas que la coriandre a un goût de savon. C'est vrai. Ça, apparemment, c'est génétique. Oui, il paraît. Mais ça se trouve, le reste aussi. On sait peut-être. Voilà, faudrait faire des études. On va lancer des trucs, là. Et ça se trouve, tu vois, les gens qui sont déprimés quand il fait moche, qui sont chiants quand ils ont faim, ils aiment la coriandre. T'aimes la coriandre ou pas ? Non, j'aime pas la coriandre. T'aimes la coriandre ? Merde. Non, bah, j'aime la coriandre. Notre théorie tombe à l'eau, putain. Merde. Ah, putain. Je pensais qu'on avait ça, qu'on allait pouvoir breveter un truc scientifique de ouf, là. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des points communs entre des personnes et des trucs vraiment diamétralement opposés. C'est ça qui est cool aussi. C'était avec une invitée du podcast qu'on s'était dit que ça serait trop cool quand on rencontre une personne de se livrer avec son manuel. Genre, je fonctionne comme ça. Tu le lis si t'as envie, mais juste je fonctionne comme ça. Ce serait tellement plus simple. Génial. De ouf. Mais ça, tu vois, move de Leslie Knope, hein, pour le coup. Il faut vraiment que tu regardes Parks and Recreation. Faut vraiment que je regarde. Parce qu'en plus, j'aime vraiment ce genre de série. Tu vois, j'avais adoré The Office et tout, et j'avais une copine en plus qui me l'avait conseillé Parks and Recreation. Donc mais oui, parce que c'est les créateurs de The Office, mais en version, c'est la version gentille de The Office et non cringe. Bien. Donc c'est vraiment trop incroyable. Bien. Je me le note. En plus, ça fait un moment qu'elle était sur ma liste, donc tu m'as convaincue. Mais donc à ta question, pour répondre à ta question, avant que je te coupe, c'était quoi ? Est-ce qu'on aurait envie d'écrire ce manuel, tu vois ? Est-ce qu'on aurait assez de recul pour écrire un manuel sur notre fonctionnement ? Alors franchement, j'ai commencé ma carrière en racontant ma vie dans des articles, dans des chroniques sur Mademoiselle. Puis j'ai fait une chaîne YouTube où je racontais ma vie pour détabouiser des trucs. Ouais. Et maintenant, enfin tu vois, j'ai fait un podcast pour raconter. Oui, moi sans problème. J'adore parler de moi en fait. Donc vraiment, y a pas de souci. Vraiment, y a pas de souci. On pourra en parler des heures. Donc ouais, c'est trop bien. Mais en vrai, c'est bien d'avoir ce recul-là parce que je trouve que c'est pas facile en vrai d'assumer comment on fonctionne, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ouais. Moi, il y a des comportements que j'assume pas de ouf, tu vois. Des trucs qui se passent toutes seules dans mon cerveau. Ah ouais ? Bah ouais, tu vois, des trucs où... comme je disais tout à l'heure, là, je le fais plus. Mais avant, le mensonge, alors que moi, je suis quelqu'un qui prône l'authenticité, l'honnêteté et tout. Et le fait de mentir, par exemple, quand on m'invite à un événement, bah ça, c'est un comportement que, tu vois, j'assume pas parce que je trouve que ça me ressemble pas et j'ai pas envie que les gens le sachent, quoi, tu vois. Donc, c'est ces petits trucs-là. Le moment où tu le découvres, est-ce qu'il y a pas... Donc déjà, enfin, forcément, tu peux te dire, soit je garde ça, soit je m'en débarrasse. Ouais. Et je trouve que, en fait, moi, j'adore découvrir des trucs sur moi. Parce que, en fait, là, c'est vraiment la preuve que tu peux vivre avec quelqu'un toute ta vie et encore découvrir des trucs. Parce que si, rien qu'avec toi, enfin, tu vois, genre, ça fait 35 ans que je vis avec moi et je découvre encore des trucs. Il y a un côté genre... Ah, j'avoue, enfin tu vois, typiquement quand mon ex, j'avais 26, 27 ans, quand il m'a dit t'es chiante quand t'as faim, enfin ça se voit, t'es en souffrance, fais quelque chose. Putain, ça fait 27 ans que je suis comme ça du coup. C'est ça. Et donc ouais, il y a un truc de là, la vie c'est marrant quand même. Je trouve que c'est quoi ta dernière découverte sur toi-même? Ah putain, bonne question. Ah là là, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? En vrai, ouais, je pense que c'est le café. Ok. L'effet du café sur moi. Ah ouais, c'est ouf. C'est une petite découverte. On a toujours bu beaucoup, enfin, depuis ta vie de jeune adulte, on a toujours beaucoup bu, quoi. Ouais. Et sans aimer vraiment ça, tu vois. Donc c'était du café noisette noyé, enfin du café noisette, mais à la noisette et au sucre, vraiment celui du distributeur de la fac. mais après, tu vois, enfin c'était du soluble.
Et après, sur les lieux de travail, c'était ce qu'il y avait, quoi. Ouais. Mais ouais, énormément. Et donc, le truc, d'arrêter et après de reprendre un petit peu par-ci, par-là, de voir vraiment l'énergie, le côté « Wow ! Putain, je suis un Jack Russell, en fait !» C'est fou. Donc c'est ce truc-là que t'as... Et du coup, ça te donne pas envie d'en boire plus. T'as réussi à... Parce que c'est ça qui est difficile, je trouve, quand on réintroduit des trucs qui nous font du bien ou plaisir et de pas retomber dans la surconsommation. Tu vois, c'est ça qui est difficile, je trouve. Disons que si je trouvais ça... J'aime bien le goût, tu vois, maintenant. Le goût du vrai café. Mais si j'aimais plus ce goût, oui, ce serait difficile de pas... Tu vois, par exemple, la cigarette. Vraiment, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, 2 ans maintenant. Et avant ça, j'avais arrêté pendant 3 ans, mais j'avais repris. Et en fait, il y a un truc... c'est une molécule plus addictive que le café et tout ça, mais il y a quand même un truc où j'aimais le geste, j'aimais... Alors, pas l'odeur le lendemain, mais l'odeur sur le coup. Et encore maintenant, j'adore l'odeur de la clope, quoi. Et donc oui, effectivement, là, ce serait impossible pour moi d'en fumer une de temps en temps, quoi. Ouais, c'est plus dans l'addiction vraiment pure et dure, et du coup, vaut mieux pas en fumer du tout, quoi. Exactement. Mais si je décidais d'arrêter de boire, je pense la bonne bière ou le trop bon verre de vin rouge, machin, ce serait hyper difficile c'est d'en boire un peu, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je suis vraiment la pire pour ça. J'arrive à le faire de plus en plus, mais je trouve que voilà, l'alcool, quand t'ouvres la porte, moi je suis en mode allez, let's go. Mais alors je sais pas toi, mais moi mon rapport à l'alcool a quand même changé. Genre maintenant, hors de question de boire plusieurs verres d'un truc que j'aime pas 100%. Ah oui, moi pareil. Alors que moi, je me souviens de mes premières cuites, premières années de fac et tout, c'était à qui sera bourré le plus vite avec le truc le plus dégueu, et je serais incapable. Maintenant, moi, l'alcool fort, j'avoue que j'aime beaucoup le vin, par exemple, mais tu vois, mon rapport à l'alcool fort a énormément changé. J'adore le gin tonic, par exemple, tu vois, c'est des alcools que j'ai découvert plus âgé, que j'ai pas bu quand j'étais plus jeune. Et voilà, mais maintenant, tu me proposes vodka pomme, je serais incapable de boire ça, quoi, tu vois. Ah, c'est clair. Ah ouais, de ouf. Par contre, oui, l'alcool fort, enfin le rhum pas cher avec du coca, je peux pas. Enfin, je peux un verre, quoi, mais voilà. Non, puis flemme, tu vois, ça sert à rien. Ouais, non, mais c'est pas bon, donc ça sert à rien. Ouais. Alors qu'un vrai bon rhum, tu vois, un tout petit verre que tu sirotes comme ça en mode Dijon, c'est clair. Délicieux. Ça aussi, tu vois, c'est le saut de mouton derrière la barrière de l'adulterie. C'est clair. On y est clairement quand t'apprécies vraiment le bon alcool, c'est vraiment que voilà. Moi, quand j'ai aimé le vin rouge, c'était il y a genre 2-3 ans. Avant, je détestais. Maintenant, j'apprécie. C'est limite mon alcool préféré. Et du coup, avant le vin rouge, pour moi, c'était horrible. Enfin, tu me faisais boire ça, je te disais, ah mais non, c'est un truc de vieux, dégueu. Mais oui, mais rien que... Tu vois, quand j'étais à la fac, je ramenais toujours aux soirées 2 bouteilles du vin blanc le moins cher. Ah putain, vin blanc pêche, moi. Ah ouais, bah tu vois, ce genre... Ouais. Alors moi, c'était la version sec. Enfin, c'était du vin blanc sec, mais vraiment tellement sec, ça t'aspire tout le liquide en toi, en fait. Ça arrache toutes tes dents. Ah, c'est clair. C'est fou, c'est un détergent, le machin. C'est pas de la villageoise, tu vois, c'était pas... Mais quand même, je vois l'idée. Et ouais, le jour où alors j'ai travaillé dans une épicerie où on vendait du très bon vin, et là j'ai commencé à m'intéresser au vin nature, Déméter et compagnie. Et là, ouais, t'arrives et tu demandes, vous avez quoi comme carte de vin nature? Et là, ouais, tu te sens à la fois adulte. Tu te sens adulte, là, et implairable en même temps. Après, je me dis, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, cette phrase aussi, je me déteste de la dire parce que j'ai l'impression d'avoir 72 ans, mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont pas un peu plus éduqués que nous, tu vois, sur ces sujets-là? Est-ce que tu sais, tout ce qui est vin bio, tout ça, j'ai l'impression enfin, j'espère qu'ils boivent moins de la merde, ou c'est une idée que je m'en fais? Bah, en fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les jeunes sont moins des alcoolos que nous, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils boivent moins d'alcool, ouais. Après, je sais pas non plus à quel point ceux qui boivent moins d'alcool prennent plus de drogue, etc. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que nous, on était, je picolais du passoa, par contre. Enfin, je sais pas, ça me venait pas à l'idée de prendre des trucs un peu forts. Ah non, moi non plus. Moi, j'ai toujours eu trop peur de ces trucs-là. Puis, je pense qu'en plus, c'est vachement induit dans les cercles que tu fréquentes. Et moi, j'ai jamais traîné dans des cercles où ça prenait de la coke. Enfin, voilà,
très très éloigné de mon univers et donc mais je sais pas en effet si c'est pas plus accessible aujourd'hui. Pareil, ça je suis un peu naïve là-dessus et j'ai l'impression que non, mais peut-être que je vois que tu vois que le dessus de l'iceberg et que je vois pas le reste quoi. Non mais c'est vrai que je peux pas me prononcer parce que je côtoie pas assez de jeunes. Phrase de vieille. Phrase de vieux aussi. Je l'avoue, tu vois, enfin il y a un truc de je vais pas dire cette génération elle est comme ça, apparemment elle n'aime pas l'eyeliner, donc on va vraiment régler nos problèmes. On a j'ai eu quelques griefs envers les plus jeunes. Non mais tu vois, enfin c'est mais oui, c'est pas une génération que je côtoie assez pour avoir des vérités à dire des dessus. Des insights et savoir un peu comment vraiment ça se passe. C'est vrai que dans les médias, dans les médias, on a tendance à nous dire qu'ils boivent moins, mais ils prennent plus de produits stupéfiants qui défoncent. Le mot qui défonce, une phrase de vieux. Mais en vrai, ce qu'on disait sur notre génération quand on est, enfin tu vois, genre l'écriture, comment ils disaient là, truc, tu sais, le truc méga abrégé. Texto, enfin d'écrire en l'écriture façon texto et non, enfin n'importe quoi, enfin c'est vraiment, je sais juste parce qu'on avait une somme de caractères et qu'on ne pouvait pas dépasser. Moi, je piquais le téléphone de ma mère et il fallait que ça fasse un SMS. Un message, c'est tout, quoi. Foutu, les gars. Mais bien sûr. Mais ils se rendaient pas compte. C'était du pragmatisme, en fait. Mais vraiment, on était obligés d'abréger des mots. Des fois, ça n'avait plus de sens. Mais quand on passait au 1 sur 2, on se disait, mais non, il faut pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est des trucs que ça, pareil, phrase de vieux de ouf, mais ils connaîtront jamais. Enfin, le truc de compter le nombre de SMS que tu as envoyé, les minutes de communication, même sur Internet, c'était timé. La DSL, c'était timé, quoi. C'est clair. Et oui, mais c'est ça, ils connaîtront pas. Et en même temps, c'est pas grave. Enfin, c'est pas des trucs qui ont été fondateurs pour nous. Mais tu vois, le truc de, t'es sûr, enfin. Genre tes parents qui te préviennent qu'ils vont passer un coup de fil et que ça va couper Internet. Ouais, c'est vrai. Genre finis ta conversation parce que je dois appeler ta grand-mère. Enfin. Quoi Maintenant, les trucs. Moi, dans la maison de mes grands-parents, il y avait plusieurs téléphones fixes et du coup, on pouvait espionner les conversations. C'était bien sûr, c'était génial. C'était super. Alors, c'était pas très intéressant en fait. Non, c'était nul. Et puis en général, quand tu décrochais l'autre téléphone, ta mamie en général savait que t'étais à l'autre bout du fil parce que ça faisait un clic. Ouais, exactement. Donc t'avais l'impression d'être en mode espionnage de ouf, alors que pas du tout. En vrai, elle savait que t'écoutais sa conversation. C'est clair. On est très loin de James Bond. Hein, quand même. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'était l'image qu'on en avait. Je trouvais ça plutôt stylé. on a pas mal divagué, mais c'était super intéressant. Sophie, je vois l'heure qui tourne et je me dis le montage est fait par ma personne, donc il faut que je pense. En plus, t'as 2 pistes là parce que je vais t'envoyer. Exactement. J'espère tellement parce que tu sais, c'est pour ça que je réécoutais. T'as dû me voir un moment avec le casque, n'importe quoi. T'inquiète, en vrai. Parce que j'ai écouté pour voir si aussi pas ici, donc t'inquiète, y a pas de souci, il y aura des backups si besoin. Je vais te poser la dernière question de trop bonne, trop cool. Après, comme t'as déjà écouté les épisodes, je t'avoue que je te l'ai pas envoyé en amont, mais du coup, je pense que tu y as réfléchi. Quel gentil ou gentille tu aimerais entendre au micro de trop bonne, trop cool? Et tu peux bien sûr m'en dire plusieurs, parce que c'est toujours dur d'en choisir qu'un. Lola Dubini. Ah oui, elle est sur ma liste depuis tellement longtemps, depuis le début que j'ai créé le podcast, je crois. Elle est géniale. Enfin, vraiment, c'est une personne gentille et qui met tellement à l'aise. Et, trop bien. Trop chouette. Je l'avais invitée, je lui avais envoyé un message Instagram, mais enfin, elle a tellement de followers que c'est noyé dans le flot d'eux. Mais franchement, j'ai trop envie d'échanger avec elle. C'est trop une bonne idée. Ah mais ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Enfin, je l'ai aperçue je l'ai vue 5 minutes il y a 2 mois, une avant-première. Mais ça reste quand même une des rencontres les plus chouettes du milieu que j'ai faites. Trop bien. J'allais dire qui Swan Périssé. Ah oui, trop bien aussi. Merveilleuse personne. Ouais. Et Julien Méniel. Ah, trop chouette. Qui est super, c'est mon ex, mais on est en super terme, comme trop bien. Voilà. Et c'est vraiment un vrai gentil. Ah, trop bien. En plus d'être extrêmement drôle et super. C'est trop chouette. Je le dis à chaque fois qu'on me propose un homme ici, c'est de moins en moins vrai parce que j'en ai fait quand même plusieurs avec des hommes, mais je trouve que c'est plus facile pour une femme d'assumer sa gentillesse que pour un homme, parce qu'un homme, tu sais, ça appelle encore plus la faiblesse, le truc, et donc je trouve que c'est encore plus difficile pour un mec de dire je suis gentil, quoi, tu vois, parce que on a ce truc-là. Enfin, je sais pas si c'était comme ça toi, mais quand on disait oui, mais il est gentil, pour dire qu'en gros il est pas beau, mais qu'il est gentil. Enfin, tu vois, c'est cette phrase horrible. Alors que moi, maintenant, on n'arrête pas de le dire avec une de mes meilleures potes. À une autre pote qui a pas de mec, on lui dit mais cherche un gentil, trouve un mec gentil. Clair.
arrêtons les bad boys de merde qui nous traitent mal. Un gentil, c'est la vie. Mais bien sûr. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'on avait trop d'opinions sur la gentillesse. Clairement. D'opinions négatives. Et c'est pour ça, ton podcast, il est super parce que, justement, il apprend à remettre ça en question et à remettre la gentillesse sur le devant de la scène. Mais Julien n'aura pas de mal à se considérer comme un gentil parce que c'est un mec déconstruit et... Ah, c'est trop bien. Mais c'est trop chouette. Franchement, avec grand plaisir, les 3 noms que tu m'as cités... trop bien. Et en plus, c'est trop chouette quand j'invite les gens. Je vais dire, c'est Sophie qui m'a soufflé ton nom et tout. Tu sais, ça fait un peu la chaîne de la gentillesse et les gens, ça les touche de fou. À chaque fois, tu sais, je suis trop contente d'annoncer cette bonne nouvelle en mode, c'est un peu comme les chaînes de SMS au collège où fallait pas rompre la chaîne, machin. Et là, tu vois, je trouve que c'est un peu ce truc-là c'est la chaîne de l'amitié et tout le monde dit, mais au bout d'un moment, t'auras plus personne à inviter. Mais en vrai, les gentils, c'est un vivier sans fond. De ouf. Mais de ouf. Tellement. C'est trop bien. Merci beaucoup Sophie pour ton partage, c'était hyper intéressant comme discussion. Merci à toi. Plein de sujets différents, c'était trop bien. Donc j'espère que les auditeurs auditrices nous auront suivis jusqu'ici. Je pense que cet épisode sera un peu plus long que d'habitude, mais c'est cool aussi, j'aime bien les épisodes on part dans tous les sens, ça me va bien. Est-ce que tu as un dernier mot Sophie, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais par exemple, si quelqu'un aujourd'hui te dit que t'es trop gentille, qu'est-ce que tu lui réponds? Je pense qu'on n'est jamais trop gentil. Attends, qu'est-ce que je répondrais en vrai? Parce que je suis pas... les punchlines, il faut que je les écrive, tu vois. Non, mais ouais, je pense qu'on n'est jamais trop quelque chose de positif. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, j'utilise plus des termes genre « Ah, c'est trop bon » ou machin. Enfin, voilà, c'est... je suis gentille comme je suis gentille et ça a pas toujours été facile de le rester, donc si je le suis, c'est que je suis trop stylée en fait. Carrément. J'ai fait un geste de ringarde. Mais c'est pas grave, il y a pas l'image, donc il restera entre nous ce geste. Mais non, mais c'est vrai, t'as trop raison. Enfin, t'as trop raison. Non, faut que j'arrête de dire le trop aussi. Mais c'est vrai que t'as vraiment raison. Réflexe, c'est vraiment un réflexe. Mais sur le côté, on peut pas être trop quelque chose quand c'est dans le positif. C'est vraiment un truc qui m'anime aussi parce que moi, tu vois, on me reproche toujours d'être moi je suis trop joviale, enfin tu sais, je suis quelqu'un qui exulte beaucoup et des fois j'avais tendance à en avoir un peu honte de ce côté-là où parfois je suis trop. Moi dans la vie en général, je suis trop. Et maintenant je me dis si les gens en face ne savent pas le recevoir, c'est que c'est des gens avec qui on n'est pas compatible et c'est OK. Enfin tu vois, il y a pas de souci, c'est juste que nos énergies matchent pas. Et donc maintenant voilà, si je suis trop pour quelqu'un, je me dis c'est peut-être que lui n'est pas assez par rapport à moi ce que je suis et puis c'est pas grave, on se serre la main et à bientôt quoi. Ouais, complètement. Mais t'as tellement raison, ouais, c'est ça. Il faut être soi-même avant tout et juste la chimie se fait avec les gens quoi. Exactement. L'alchimie et la chimie en fait. Enfin, les deux. Ouais. Les deux. Je vais clôturer l'épisode ici. Merci beaucoup Sophie pour ton partage. C'était vraiment un chouette épisode. J'ai passé un moment vraiment délicieux. Pareil. C'était vraiment une chouette discussion. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Trop Bonne Trop Cool, le café, la version solo de Trop Bonne Trop Cool. On reste là tout l'été avec Trop Bonne Trop Cool. On ne s'arrête pas. Je ne sais pas quand cet épisode sortira. Je vous le dirai le moment venu, mais en tout cas voilà, pas de pause cet été pour les gentilles et puis je vous donne rendez-vous à très vite. Je te fais des bisous Sophie, prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt.